Bonsoir, les titres du 19-20, un calme précaire règne en Yougoslavie où l'on attend ce soir la possible élection à la présidence du Croate Stipe Mesić. Manifestation dans le calme des Harkis à Narbonne. Il réclame le droit à l'éducation, à l'emploi et au logement. Circulation fluide sur la route des vacances, mais un grave accident fait 2 morts et 33 blessés sur l'autoroute de l'Est. Enfin, le basket, nous irons en direct à Rome pour faire le point sur la rencontre qui oppose en ce moment la France à l'Espagne. Mais d'abord, les aventures insolites du conseil municipal de Ville-sur-Ars en Champagne. Depuis 2 semaines, tous les élus refusent d'occuper le fauteuil du maire. La petite commune n'est donc pas gérée. La situation est grave. Reportage d'Olivier Stéphan. C'est l'histoire d'une commune qui, à un F près, mériterait son nom, Ville-sur-Ars. 261 habitants, 11 conseillers municipaux et aucun, mais alors aucun, qui accepte d'être maire. Le précédent a démissionné pour raison de santé le 10 juin dernier. Le conseil municipal se réunit le 20 pour en élire un nouveau. Il choisit le premier adjoint, Jean-Noël Ferriès. Va-t-il accepter? Non, il ne voulait pas de la place. Pas de problème, on fait un deuxième tour. Le deuxième adjoint, Claude Pénaud, est alors élu. Il a refusé. Pourtant, la commune est loin d'être en dépôt de bilan. Elle vit sur la vigne. D'ailleurs, la majorité des conseillers municipaux sont des propriétaires récoltants, ce qui leur prendrait trop de temps pour en plus être maire. 5 jours de réflexion et 3e tentative, le 25 juin. Premier tour, c'est de nouveau Claude Pénaud qui est désigné. Non, Pourquoi? il n'a pas le temps. 4e tentative quelques instants plus tard, c'est Annie Jaillant qui gagne. Félicitations. Elle a dû dire non. Allez, 5e tentative, Annie Jaillant de nouveau, tout nouveau de bonheur. Elle a dit non. La vie communale, c'est simple. S'il n'y a ni maire, ni possibilité d'engager les dépenses, ni budget, ça peut remonter très haut. Malheureusement, la dernière possibilité, c'est que je sois amené à faire un rapport au ministère de l'Intérieur pour demander à terme une dissolution du conseil municipal qui ne peut se faire que par décision du conseil des ministres. C'est l'histoire d'une petite commune qui pourrait passer une petite annonce. Petite commune, bien sous tout rap, cherche maire pour m'administrer. J'aime la vigne et les élections. Si tu es l'âme sœur, présente-toi. Voilà, 2 semaines donc que la situation est comme ça à Ville-sur-Ars en Champagne. C'est donc le dénouement de la crise yougoslave qui se joue peut-être actuellement à Belgrade. Les responsables du pays pourraient élire ce soir, avec le feu vert de la Serbie, le Croate Stipe Mesić à la tête de la présidence tournante et collégiale de l'État. Ultime démarche politique vers un probable apaisement après les accords de cessez-le-feu et surtout la suspension pour 3 mois de la déclaration d'indépendance des républiques de Croatie et de Slovénie. Commentaire de Mario Dilpagnez. Stipe Mesić sera-t-il président de la Yougoslavie? L'apaisement du pays dépend pour beaucoup de cette question et pour tenter d'y répondre, la présidence collégiale devrait se réunir très rapidement pour élire son chef. Selon la constitution de 1974, Stipe Mesić, représentant croate, devait accéder à ce poste le 15 mai dernier, chaque république assurant à tour de rôle la présidence pour une durée d'1 an. Jusqu'alors, les passations de pouvoir n'avaient été qu'une simple formalité. Mais cette année, coup de force serbe, l'élection du Croate est bloquée. Pas question, dit la Serbie, de mettre à la tête du pays un séparatiste. Dans son sillage, les 2 régions autonomes de Vojvodine et Kosovo qui lui sont inféodées et la République du Monténégro. 4 voix sur les 8 du collège présidentiel, pas de majorité, la Yougoslavie n'a pas de président. Ce blocage contre les Croates renforce encore la montée des nationalismes en Croatie et en Slovénie, jusqu'aux déclarations d'indépendance, jusqu'aux affrontements sanglants de ces derniers jours. Aujourd'hui, l'élection de Mesić, même si elle ne suffit pas à résoudre la crise yougoslave, paraît indispensable pour éviter au moins une nouvelle flambée de violence. Un calme précaire règne donc pour l'instant en Slovénie où les miliciens restent cependant sceptiques face aux dispositions politiques engagées depuis 24 heures. Malgré le cessez-le-feu, des affrontements ont opposé encore aujourd'hui indépendantistes et militaires, provoquant une dizaine de morts. Voici le reportage à Ljubljana de nos envoyés spéciaux Jean-Paul Géroard et Christophe Hérault. Ljubljana, après l'accord de la nuit passée, aucun soulagement visible, même tension, même soldats nerveux, même rue barricadée de bus et de camions. L'annonce dans la nuit d'une suspension des modalités de l'indépendance en échange d'un retrait des troupes fédérales a été accueillie avec scepticisme. Seul point ressenti positivement, l'entrée en scène de l'Europe avec l'intervention de la troïka diplomatique menée par Jacques Poss. Un reproche tout de même, une trop grande naïveté face aux perversités politiques yougoslaves. Nos amis ministres de la communauté européenne, ils ont un peu d'illusion quant aux relations ici en Yougoslavie. Ça, c'est un pays balkanique
peut-être un des interlocuteurs peut vous promettre quelque chose, mais l'instant prochain, il va l'oublier. Ça, c'est pas très facile à négocier en Yougoslavie. À Ljubljana, l'intervention européenne suscite des commentaires réservés. Elle a le mérite d'avoir offert une amorce de solution politique et peut-être une trêve de 3 mois. Peut-être, et ce sont bien là les réserves, car pour l'instant, le cessez-le-feu a été violé à de multiples reprises. Les autorités slovènes ont prévenu, la promesse d'un moratoire de 3 mois sur les effets de l'indépendance sera nulle et non avenue si l'armée fédérale ne tient pas la sienne, c'est-à-dire rentrer dans ses casernes. Il n'y a pas de recul possible en ce qui concerne notre indépendance. La Slovénie pourrait simplement être annexée après élimination de ses autorités légitimes, a affirmé le président slovène ce matin. La détermination slovène est intacte, le drame continue. Il y a de la guerre en Slovénie, oui. Et nous sommes en guerre, ça c'est vrai. La crise yougoslave a bouleversé l'ordre du jour au sommet européen qui s'est tenu pendant 48 heures à Luxembourg. Les chefs d'État et de gouvernement des 12, s'ils ont pu se féliciter de l'intervention de la Troïka, action tangible d'une politique étrangère commune, ont en revanche reporté à décembre la conclusion de leurs négociations sur l'union politique, économique et monétaire. Luxembourg, Jean-Marie Belin. L'unité européenne est le grand espoir de tous les peuples de l'Europe centrale et orientale, y compris la Yougoslavie. En fait, nous appliquons déjà le traité sur l'union politique avant qu'il existe. Voilà ce qui marquera le sommet de Luxembourg, l'exercice grandeur nature et réussi d'une politique étrangère commune à travers cette mission de bons offices en Yougoslavie. Tout ce que la CE a demandé, elle l'a obtenu, à commencer par le cessez-le-feu. Mais combien de temps durera ce succès? Aux Pays-Bas maintenant de gérer le problème. Pour le reste, eh bien, c'était comme prévu un sommet de transition. Où en est-on de l'union politique, de l'union économique et monétaire? Eh bien, on a fait la liste des acquis et des points de désaccord. En gros, on a parcouru 80% du chemin. Reste, non pas le plus gros, mais le plus dur à faire. Il reste maintenant 6 mois pour parvenir à la signature du nouveau traité de l'Union. Et c'est bien ce qui fait peur aux Anglais. Toute avancée vers le fédéralisme sera d'avance refusée. Mais c'est le jeu dans la communauté. Plus le terme approche, plus la tension monte, plus on dramatise. Et comme le dit François Mitterrand, tout se joue et se règle. Dans les 5 dernières minutes, rendez-vous donc en décembre à Maastricht, aux Pays-Bas. Restent les gros points de désaccord. Y aura-t-il une défense commune? Quid des problèmes de sécurité et des problèmes de police? Et puis si l'on va vers une Europe plus forte, quel pouvoir devra-t-on donner au Parlement européen? Grâce au succès des 12 en Yougoslavie, tout cela est un peu passé au second plan, mais vous le voyez, il reste beaucoup de pain sur la planche. Le président américain George Bush a clairement laissé entendre aujourd'hui que la force pourrait à nouveau être utilisée pour contraindre le président irakien Saddam Hussein à se plier aux décisions de l'ONU concernant l'abandon de ses programmes d'armement nucléaire, bactériologique et chimique. M. Bush a indiqué en réponse à une question sur l'utilisation de la force que les résolutions existantes des Nations Unies l'autorisaient clairement. Et il a ajouté que les États-Unis, comme tout le monde, voulaient que toutes les résolutions de l'ONU soient appliquées par l'Irak. Les autres faits marquants de l'actualité en France et à l'étranger sous forme de télégramme et avec le commentaire ce soir de Bertrand Hedel. Les chefs de la résistance kurde ont refusé aujourd'hui la proposition d'autonomie formulée par les autorités irakiennes. Raison de ce refus, l'Irak ne reconnaît pas aux Kurdes un territoire suffisant. De plus, la ville pétrolière de Kirkouk ne figure pas dans la région autonome proposée par les Irakiens. Panique en direct à Los Angeles, secouée la nuit dernière par un séisme d'intensité 6 sur l'échelle de Richter. 2 personnes sont mortes et au moins 100 ont dû être hospitalisées. Une nouvelle manifestation sismique est attendue avant la fin de la semaine prochaine. 2 morts et 33 blessés, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit sur l'autoroute de l'Est la nuit dernière près de Salzbourg en Moselle. Un autocar de touristes belges a percuté la remorque d'un poids lourd roumain dont les feux de signalisation étaient défectueux, au dire du chauffeur de l'autocar. Les marins de la SNCM poursuivent leur mouvement de grève qui paralyse le port de Marseille depuis lundi. Le trafic en direction de la Corse a été détourné sur Toulon, mais les liaisons avec l'Afrique du Nord restent suspendues. Une complication de la situation est prévue pour le début de la semaine prochaine. Manifestation dans le calme cet après-midi à Narbonne où un millier de familles harkis ont défilé en réclamant l'égalité des droits devant l'éducation, l'emploi et le logement. Commentaire Didier Auriac.
Venus de tout le midi de la France, ils étaient plus d'un millier de harkis à défiler cet après-midi à Narbonne. Au cri de « Libérez nos frères », les manifestants ont réclamé la remise en liberté des 4 jeunes de la Cité des Oliviers, écroués après les violents incidents du week-end dernier. Les enfants de harkis, accompagnés de leur père, demandaient également une plus grande justice dans le domaine de l'éducation, de l'emploi et du logement. En milieu d'après-midi, une gerbe était déposée en hommage aux harkis morts pour la France. L'occasion pour les plus anciens de marquer leur mécontentement. Craignez qu'un jour vous ne soyez obligés de faire tirer vos CRS sur nos légions d'honneur. C'est ce que déclara même le président de l'association des rapatriés et anciens combattants, une association qui réclame toujours la démission de Maurice Benassayag, le délégué aux rapatriés. La manifestation s'est achevée ce soir dans le calme, à la Cité des Oliviers, où était prévue la création d'un mouvement de coordination nationale indépendant des associations traditionnelles. Le Premier ministre Edith Cresson a demandé au ministère des Affaires sociales d'évaluer les possibilités de mise en œuvre des 30 propositions du rapport de la mission de réflexion sur les harkis. 30 propositions qui visent notamment à la reconnaissance de cette communauté par des mesures parfois d'ordre symbolique, mais liées à une meilleure insertion dans la société, avec enfin un certain nombre de dispositions financières. Le mal de vivre des harkis, reportage près de Nice de Bernard Persia. Le quartier de la Condamine à Drape dans les Alpes-Maritimes, 20 000 habitants dont 200 familles harkis. Une communauté qui hier soir a exprimé un ras-le-bol mais sans aucun acte de violence physique. Comme à Narbonne, comme au Muy il y a 2 jours, les problèmes sont les mêmes. Les fils de harkis sont français et entendent réclamer leurs droits. Ici, à la Condamine, 95% d'entre eux sont au chômage, la plupart mal logés. En fait, ils réclament une véritable insertion, regrettant par exemple de ne pouvoir accéder à aucune responsabilité associative dans un quartier dépourvu de toute installation sportive ou de loisirs, une espèce de ghetto au sein duquel chaque harki, toute génération confondue, se sent exclu, laissé pour compte. Nous voulons intégrer comme tout le monde. Nous sommes français, depuis quand nous sommes français. Et je dis que ce qui s'est passé hier, c'est surtout, on exprime une solidarité avec les jeunes de Narbonne et pas spécialement que Narbonne, toutes les communautés harkis. Nous, on est rejetés des 2 côtés. Nous ne sommes pas considérés comme des Arabes, donc, et nous ne sommes pas considérés comme des Français. Une révolte qui a décidé ici de s'organiser en créant un véritable comité regroupant toutes les associations de Français musulmans des environs afin de monter à Paris pour y rencontrer, selon leurs vœux, Madame le Premier ministre. En d'autres termes, là où les solutions passeront inévitablement par le dialogue entre les harkis, les communes, les départements et l'État, ce n'est du reste qu'à ce seul prix que chaque communauté, chaque religion, chaque race trouvera son équilibre. Les sports maintenant. Actuellement à Rome, l'équipe de France de basket dispute à l'Espagne la 3e place du championnat d'Europe. Jean-Philippe Guillain en direct. Où en sont les Français? Écoutez Eric, il reste 5 minutes 14 à jouer dans cette 2e période et pour l'instant l'Espagne mène 88 à 72. 16 points d'écart pour les Espagnols en rouge, les Espagnols qui gardent le ballon. Et pourtant les Français se battent, ils essaient de prendre toutes les balles, de concrétiser leur contre-attaque. Mais malgré les 17 points d'Ostrovski, les 13 points du jeune Rigaudot, c'est bien toujours l'Espagne pour l'instant qui est en tête, qui s'accroche à cette médaille de bronze. La France pour l'instant est 4e, c'est de toute façon toujours mieux qu'à Zagreb en 89, au précédent championnat d'Europe où la France avait terminé 6e. C'est vraiment très difficile pour les Français en ce moment, les Espagnols gèrent le temps au maximum et shootent au dernier moment. Pour l'instant il reste 4 minutes 52 à jouer, Eric. Tout est encore possible mais l'Espagne mène 88 à 72. Merci Jean-Philippe Guillain. La première journée de la Coupe d'Europe d'athlétisme à Francfort, marquée côté français par une grosse frayeur aux 4x100 mètres messieurs, mais aussi par la confirmation d'un talent, celui de Marie-Josée Pérec. Commentaire Rémi Goudicelli. Le bonheur de la grande dame du jour, Marie-Josée Pérec, déjà rayonnante sur 100 et 200 mètres cette saison, et qui s'impose ici sur 400 mètres en établissant la meilleure performance mondiale de l'année. Marie-Josée, désormais grande star de l'athlétisme féminin. Chez les hommes, la plus belle surprise du jour avec Olivier Noireau au centre de l'écran qui vient chercher une superbe 2e place sur 400 mètres, juste derrière l'intouchable Roger Black. 45-18 pour Noireau qui n'en finit plus de progresser sur cette distance. Le duel tant attendu, Daniel Sangouma contre Linford Christie pour une éternelle revanche du Français sur 100 mètres. Et c'est Daniel Sangouma qui va régner sur la course pendant les 80 premiers mètres avant de céder une fois encore devant la puissance du Britannique. 3 petits centièmes d'écart entre les 2 hommes et nouveau succès pour l'équipe de Grande-Bretagne, impériale toute cette première journée.
Le 4x100 français est Jean-Charles Troisval en pleine action à la corde dans le dernier virage. Mais le tandem Troisval-Marie-Rose, tout comme son rival britannique, joue avec le feu dans ce dernier relais. La puissance de Linford Christie semble alors faire la différence sur Marie-Rose. Mais c'est bien la France qui tire les marrons du feu de cette course à rebondissement. Passage de témoin en dehors des limites pour les Britanniques disqualifiés. Et deuxième journée de cette Coupe d'Europe d'athlétisme à suivre demain après-midi dans Sport 3 Dimanche, émission de Michel Drey. La leçon de Ionesco, c'est l'un des spectacles vedettes présentés à partir du 3 juillet prochain au Festival de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Présenté hier soir à Versailles, la pièce est emmenée par Roger Hanin, que nous allons retrouver dans un instant en direct. Roger Hanin dans un rôle de professeur à la pédagogie meurtrière. Reportage Dominique Poncet, Hervé Gutmann. On rit comme les enfants qui chantent dans la nuit parce qu'ils ont peur. Mise en scène par Ahmed Madani, soutenue par le Quatuor Aloysia et entourée de Dora Dole et d'Emmanuel Boidron, une fillette de 12 ans qui déboule sur scène pour la première fois, voici Roger Hanin. Roger Hanin qui réalise un des rêves de sa vie, jouer la leçon de ce diabolique Ionesco. Roger Hanin en docte mais sanguinaire professeur, mais oui, ses partenaires hors demande. Dans la vie, il est très sympa. Il est très sympa, c'est un bon père. C'est pourtant bien simple. Pour le mot Italie, en français, nous avons le mot France. Dans la pièce, il est fou. Il est fou. Attention! Ne cassez pas mes carreaux! Ne contactez! Il a une grande souplesse. Et ça, c'est formidable chez un acteur parce que c'est pas un acteur rigide. Il est couteau de Elle ne voulait pas travailler. Elle était désobéissante, c'était une mauvaise élève. Elle ne voulait pas apprendre. Et puis il a quand même des élans, c'est-à-dire qu'il fait un jeu profond, où il s'engage. Et je trouve que ça, c'est la clé d'un acteur. J'ai de la peine à respirer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Roger Hanin, donc en direct à Pau. Bonsoir. Quel est le meilleur portrait de vous? Paternel dans la vie, vraiment fou sur scène? Ben, je crois qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'a pas au fond de soi une espèce de démesure, de folie, de manque, de nostalgie, d'innocence, de révolte, quoi. Alors ça s'exprime dans des textes, que ce soit Shakespeare, Ionesco ou Beckett. Mais je crois que les gens qui ont parlé de moi m'ont parfaitement défini. C'était gentil ce qu'a dit la petite fille en plus. Oui, hein. oui. Alors, le festival de Pau date de 1977. C'est un festival qui accueille toujours des pièces, mais qui n'en crée pas. Pourquoi? Vous manquez de moyens? Bah écoute, là vous tombez mal parce que la leçon c'est une recréation. Décor, costume, tout est recréé. Chaque année on crée une pièce. L'année dernière on avait créé Le bourgeois gentilhomme, avant Le Pitre, avant En attendant Godot, ce sont des créations. Alors, vous voulez dire qu'il n'y a peut-être pas de création d'auteur nouveau? C'est un peu le sens de ma question. Hein. Oui, ben alors je l'avais mal interprété. Alors, puisqu'il y a de grands auteurs qui sont présentés à Pau, je voudrais que vous me disiez deux mots également sur l'éclectisme de l'affiche 91. Le programme va de Racine à Ionesco, en fait. De Shakespeare à Ionesco, en passant par Patrick Bruel, Guy Béard, les chœurs de l'Armée Rouge, les danseurs vedettes de l'Opéra de Kiev, Ivry Gitlis, Love Letters. Enfin, il y a beaucoup de spectacles. Moi, j'ai toujours pensé au public en étant ici, et je voulais pas faire partie de la cohorte de ces acteurs qui sont auto-satisfaits ou de ces metteurs en scène qui sont ravis parce qu'ils ont une touche originale sur telle et telle œuvre. Le public, c'est ce qui me préoccupe tout le temps. Alors, vous donnez donc la leçon Ionesco à partir du 3 juillet à Pau. Hein. Le 3 et le 4 juillet. Merci Roger Hanin pour ce témoignage en direct de Pau. Je sais que vous aimez le sport et notamment le basket. Nous allons rejoindre Jean-Philippe Guillain en direct à Rome pour un nouveau point sur la rencontre France-Espagne qui se déroule donc à Rome. 3e place européenne en jeu. Jean-Philippe, rapidement. Eh bien écoutez Eric, il reste 2 minutes à jouer et l'Espagne est largement en tête cette fois-ci, 95 à 76. Les Français font leur possible pour revenir au score, mais la jeune équipe espagnole pratique par contre-attaque un fort pourcentage de réussite. Et malgré leurs efforts, les joueurs de Francis Jordan n'ont pas réussi à revenir au score.
Donc je crois que la France va devoir se contenter de la 4e place, c'est de toute façon bien mieux qu'au dernier championnat d'Europe. Et cette 4e place de toute façon permettra au basket national de conforter son image de marque. Car si les clubs comme Limoges, Pau Orthez ou Antibes sont connus en dehors de l'Hexagone, eh bien l'équipe de France est encore à la recherche d'un véritable palmarès. Cette 4e place ne peut que lui être bénéfique. Il reste 1 minute 45 à jouer. Merci. Et l'Espagne mène toujours devant la France 95. Il me reste moins de temps, Jean-Philippe. Rappelons Eric que vous pourrez de toute façon voir Merci Jean-Philippe Guillain. ce soir sur la 3. Merci Jean-Philippe Guillain. Oui, intégralité de la rencontre Italie-Yougoslavie à partir de minuit. Résumé de France-Espagne à 22h30 dans Soir 3. Très bon début de soirée à tout à l'heure.